Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la loi de finances de sécurité sociale pour 2024. Alors, qu'allons-nous voir au cours de cette journée? Je commence par vous souhaiter quand même mes meilleurs voeux pour cette année 2024, qui s'annonce riche dans notre matière. Donc, je me présente, moi je m'appelle Amandine Lecomte, je suis consultante paye et droit social depuis plus de 15 ans pour Gérézo. Donc, j'interviens dans le domaine de la paye, du droit social et à la résolution de tout ce qui est problématique en lien avec ces thématiques. Gérézo, je vous présente rapidement notre entreprise. Notre entreprise regroupée autour de trois thématiques. La formation en inter dans nos salles à Paris ou en intra dans vos entreprises. Le conseil qui regroupe des missions d'audit de paye, d'audit organisationnel, mais aussi d'accompagnement technique ponctuel. Toutes ces thématiques-là peuvent être abordées. Et puis l'édition, puisque Gérézo est aussi dans l'édition d'ouvrages à destination principalement des RH et de tout ce qui est RH Pay, nos métiers que nous allons voir et nos thématiques qui nous intéressent aujourd'hui. Du coup, notre programme va se décomposer en 4 parties. La première partie, tout ce qui a été prévu par la loi de finances de sécurité sociale pour 2024 en matière de suspension du contrat. L'autre partie sur tout ce qui est rupture du contrat. On fera aussi un point, bien entendu, sur toutes les nouveautés introduites en matière de cotisation sociale. Et puis, on finira par les autres thématiques qui peuvent nous intéresser, qui ont été abordées dans le cadre de la loi de finances de sécurité sociale. En termes d'organisation, notre webinaire va durer 1 heure. Pour que les échanges soient beaucoup plus fluides, l'idée, c'est que vous n'hésitiez pas à poser des questions et vos questions sur le chat. Je répondrai à vos questions à la fin de chaque thématique. Donc, dès lors que vous avez des questions sur la thématique en matière de suspension, soyez pas inquiets, je répondrai à vos questions, mais une fois qu'on aura vu toutes les slides sur la thématique, je ferai la même chose sur la rupture, je ferai la même chose sur les cotisations, et puis on aura toujours les questions éventuelles en fin de webinaire si vous en avez encore. Alors, je vous propose qu'on commence avec nos objectifs de ce webinaire, c'est d'intégrer les nouveautés induites par la loi de finances de sécurité sociale dans nos pratiques, et puis bien entendu de sécuriser les relations avec les salariés ou avec les organismes sociaux. Première partie sur la suspension du contrat. Que nous dit la loi de finances de sécurité sociale pour 2024? Eh bien, la loi de finances de sécurité sociale nous a dit quoi? Depuis le 1er janvier, pour tout ce qui est arrêt de travail prescrit en téléconsultation, on a dorénavant une prescription maximale de 3 jours. Alors, prescription maximale de 3 jours, pourquoi? Comment? On a c'est l'article 65 de la loi de finances. Je ne vais pas vous donner tous les articles. Ils sont écrits sur le support que vous aurez à l'issue du webinaire que vous pourrez télécharger. Donc, du coup, ces arrêts de travail prescrits en téléconsultation sont finalement limités à 3 jours depuis le 1er janvier, sauf 2 exceptions. La première exception, c'est lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme, le ou la sage-femme référent de la salariée ou du salarié. Ça, c'est la première exception, auquel cas on peut avoir un arrêt de travail prescrit en téléconsultation qui est plus long. La deuxième exception, c'est l'impossibilité dûment justifiée par le patient d'avoir pu avoir un accès en réalité à un médecin en rendez-vous en présentiel. Et pourquoi on en est là? Pourquoi on en est là? Finalement, il faut reprendre un peu d'historique. Et pourquoi il faut reprendre un peu d'historique? Parce que l'année dernière, la loi de finances de sécurité sociale pour 2023, en fait, avait prévu d'ores et déjà, à compter du 1er juin 2023, que les arrêts prescrits en téléconsultation ne donneraient plus lieu au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale. Et pourquoi la loi de finances pour l'année dernière avait prévu ça? La loi de finances de l'année dernière avait prévu ça parce qu'il ressortait d'un rapport que 70% des arrêts de travail prescrits en téléconsultation ne donnaient lieu à aucun traitement ni aucun soin. Donc, les personnes
personnes, elles étaient arrêtées, mais elles n'avaient pas besoin de faire kiné, elles n'avaient pas besoin de prendre de médicaments. Et donc, finalement, dans la tête de notre législateur, ces arrêts de travail en téléconsultation étaient considérés un peu comme abusifs. Pourquoi on a besoin d'un arrêt de travail si, quelque part, on n'a pas besoin de prendre de médicaments et qu'on n'a en réalité pas besoin de se soigner? Et donc, finalement, ces arrêts en téléconsultation étaient clairement dans le viseur de notre législateur. Et c'est pour ça que l'année dernière, il s'était dit, finalement, les arrêts en téléconsultation, ça ne donne pas lieu à indemnité journalière. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à la Constitution. Et donc, comme le Conseil constitutionnel a jugé finalement cette décision, cette solution contraire à la Constitution, ça n'a jamais vu le jour. Bon, finalement, j'ai envie de dire, le législateur revoit sa copie en disant, ok, puisque finalement je ne peux pas sanctionner ou censurer totalement les arrêts en téléconsultation, dont acte, je les limite à 3 jours. Et ça, le Conseil constitutionnel, cette année, l'a validé. Alors, on le sait tous, on ne se trompe pas. Pourquoi limiter à 3 jours? Parce que dans la plupart des cas, c'est le délai de carence des indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc en réalité, en limitant les arrêts en téléconsultation à 3 jours, ça revient à ce qui voulait être fait à l'époque, c'est-à-dire ne pas verser d'indemnités journalières pour les arrêts de travail en téléconsultation. Le gouvernement, le législateur, a pris un autre biais pour arriver à ce résultat-là, biais qui a cette année été validé par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a été prévu par la loi de finances de sécurité sociale, c'est la suppression du délai de carence des indemnités journalières, toujours, en cas, nous dit-on, d'interruption spontanée de grossesse ou d'interruption médicale de grossesse. Alors, en réalité, c'est plutôt, je dirais, une loi qui a été faite en 2 temps. Pourquoi? Parce que dans le premier temps, la loi du 7 juillet, la loi de cet été en réalité, la loi du 7 juillet 2023 a prévu que les femmes qui étaient victimes de fausses couches, interruption spontanée de grossesse, pouvaient percevoir les indemnités journalières sans carence à condition que cette interruption spontanée de grossesse intervienne avant la 22e semaine d'aménorrhée. Et pourquoi on parle de la 22e semaine d'aménorrhée? Parce que à partir de la 22e semaine d'aménorrhée, le fœtus est considéré comme viable au sens de l'OMS et donc la personne, la femme qui est victime d'une fausse couche à partir de ce moment-là, est éligible au congé maternité. Mais effectivement, on avait un vide juridique avant où finalement la personne elle a le droit à un arrêt maladie, mais elle n'a pas le droit à son congé maternité. Bon, finalement, le vide juridique, je dirais, on l'a partiellement comblé. Pourquoi? Parce que la seule chose que nous dit la loi du 7 juillet, c'est que la femme victime d'une fausse couche, interruption spontanée de grossesse, j'insiste, finalement, elle n'aura pas de carence sur son arrêt maladie sécurité sociale. On est bien sur un arrêt maladie avec des IJ maladie. Et finalement, là aussi, le législateur se dit, ok, mais on a des femmes qui, en fait, finalement, on a 3 types d'interruption de grossesse. On a l'interruption spontanée de grossesse, la fausse couche. On a l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement. Là, on est complètement hors périmètre de la loi. Et puis, on a un autre cas de figure qui n'avait pas du tout été prévu par la loi du 7 juillet, qui est l'interruption médicale de grossesse, où finalement, le médecin vous dit, je suis désolée, ma brave dame, mais vous ne pouvez pas mener votre grossesse à terme pour raison médicale. Et là, on est finalement on n'est pas sur du spontané, mais on est sur du médical. En tout cas, on n'est pas sur du volontaire. Et donc, comme on n'est pas sur du volontaire, on avait finalement cette petite zone, je dirais, de flou qui a été résolue par la loi de finances de sécurité sociale, où la loi de finances de sécurité sociale, en fait, aligne le régime de l'interruption médicale de grossesse à l'interruption spontanée de grossesse. Dit autrement, que je sois en interruption spontanée de grossesse ou en interruption médicale de grossesse, je n'ai pas les 3 jours de carence de mon arrêt maladie sécu. Alors, je n'ai pas, oui, mais pour l'interruption spontanée de grossesse, c'est facile, c'est rentré en vigueur au 1er janvier. Par contre, pour l'interruption médicale de grossesse, on n'a pas encore le décret qui nous dit ça va rentrer en vigueur. Donc, on nous dit qu'entre aujourd'hui et le 1er juillet 2024, ça devra rentrer en vigueur. Mais c'est vrai que
pour le moment, sur l'interruption spontanée de grossesse, c'est déjà en vigueur. Sur l'interruption médicale de grossesse, ce n'est pas encore complètement en vigueur, puisqu'on nous dit que l'entrée en vigueur de cette absence de délai de carence, en réalité, sera au plus tard au 1er juillet 2024. Alors concrètement, de quoi on parle? Parce que c'est bien beau d'avoir fait une loi en juillet et là, la loi de finances de sécurité sociale, mais on parle de quoi concrètement? Eh bien, si je prends la valeur brute journalière maximum de l'IJ pour 2024, compte tenu de l'augmentation du SMIC, on est à 52,28 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait une loi pour 3 jours de carence, c'est-à-dire une loi pour 156,84 €. Donc, une loi en juillet, une loi en décembre pour 156,84 € au maximum. Au maximum, puisque ni dans la loi de juillet, ni dans la loi de finances de sécurité sociale, on a tranché le volet employeur, ni dans l'un ni dans l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éventuel maintien de salaire, l'éventuel complément de salaire associé à cet arrêt dépendra intrinsèquement de votre convention collective. Donc, les salariés auront parfois, si elles y ont droit, le maintien de salaire maladie. Dans d'autres cas de figure, elles ne l'auront pas. En tout cas, on est sur de l'arrêt maladie qui se traitera comme de l'arrêt maladie. Donc, c'est bien les dispositions des arrêts maladie de votre convention collective, de vos accords collectifs, qui seront applicables. La seule chose qui existe, c'est qu'il n'y a pas de carence sécu. Point. C'est vraiment le seul point de ces deux lois. Le seul point de ces deux lois, oui, mais finalement, en pratique, ça marche comment? Soit, effectivement, vous ne pratiquez pas la subrogation. Et si vous ne pratiquez pas la subrogation, vous ferez une déclaration, vous recevrez un arrêt de travail, vous ferez la subrogation, la sécurité sociale indemnisera la salariée de son côté. Soit vous pratiquez la subrogation. Et si vous pratiquez la subrogation, c'est vous qui allez recevoir les indemnités journalières. Et au moment où le texte a été créé, il était aucunement prévu une adaptation des arrêts de travail. En réalité, à l'image de ce qui existe en affection longue durée, la situation de votre salarié, en réalité, vous découvriez la situation de votre salarié quand? Uniquement quand vous recevriez les indemnités journalières de la sécurité sociale. J'ai reçu des indemnités journalières, du coup, elles devaient être en fausse couche. J'ai pas reçu les indemnités journalières, elles ne devaient pas être en fausse couche. C'était la première idée. Finalement, là-dessus, rétropédalage. Du coup, rétropédalage, et c'est là où je reviens sur le sujet par rapport à ce qui est écrit sur le support, puisque là, il y a une modification. Rétropédalage en cours, le certificat d'arrêt de travail est adapté. Donc, on a aujourd'hui un nouveau certificat d'arrêt de travail qui va voir le jour pour ce cas de figure-là. Arrêt de travail, où effectivement, c'est de l'arrêt de travail maladie sans carence lié à l'interruption spontanée ou médicale de grossesse. Bon, ok, on a cet arrêt de travail, ce nouvel arrêt de travail. Formidable. Oui, mais moi, en tant que salarié, j'ai peut-être pas du tout envie que mon employeur soit au courant que j'ai fait une fausse couche. J'ai le droit, par souci de confidentialité, de ne pas avoir envie de transmettre l'information à mon employeur. Eh bien, auquel cas, c'est possible, nous dit ce nouveau certificat d'arrêt de travail, je devrais dire à mon médecin traitant, je ne veux pas que mon employeur soit au courant, et donc mon employeur cochera l'arrêt maladie classique qui déclenchera donc la carence classique. Donc, si je ne veux pas de carence, en réalité, je dois cocher cette case-là spécifique et donc mon employeur a l'information de ma situation, ou alors, si je ne veux pas que mon employeur ait information de la situation, je dois accepter le délai de carence. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, on ne va pas se mentir. Bien entendu, selon qu'il y ait ou non maintien de salaire, peut-être que les décisions seront différentes. Autre point qui était prévu par la loi de finances de sécurité sociale et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, ça constituait une réelle avancée pour les entreprises, mais qui ne verra pas le jour cette année en tout cas, c'était la suppression directe des indemnités journalières de sécurité sociale en cas de contre-visite patronale négative.
mon employeur me fait visiter, je suis en arrêt de travail, mon employeur me fait visiter, le médecin qui me visite se dit bah, je suis désolé, mais vous êtes tout à fait en capacité de travailler, votre arrêt de travail n'est pas justifié, et ben, jusqu'à présent, ça entraîne certaines conséquences. L'une des conséquences, c'est la non-suppression des indemnités journalières. L'idée de la loi de finances de sécurité sociale, c'était vraiment de chaîner et la sécurité sociale et l'employeur. Et donc, la loi de finances prévoyait qu'en cas de contre-visite patronale négative, ça entraînait de fait la suppression des indemnités journalières. Et là, le Conseil constitutionnel nous dit, eh ben non, une contre-visite patronale négative ne peut pas entraîner ipso facto la perte des indemnités journalières. Et donc finalement, eh ben, même si c'était le projet, ça n'arrivera pas. On reste dans la situation antérieure en matière de contre-visite patronale. Et justement, puisqu'on reste dans la situation antérieure en matière de contre-visite patronale, eh ben, je vous propose un petit quiz en matière de suspension du contrat de travail. Et là, je vous invite effectivement sur le côté à avoir la partie sondage et vous allez avoir tout un tas de petites questions sur la contre-visite patronale et je vous laisse y répondre. Première question, l'employeur est toujours autorisé à effectuer une contre-visite patronale. Est-ce que l'employeur est toujours autorisé à pratiquer une contre-visite patronale à votre avis? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Finalement, qu'est-ce que vous me dites? Ah, c'est bien, j'ai plusieurs réponses. Vous me dites vrai à 60%, faux à 40%. Eh bien, la réponse, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, la réponse, c'est faux. C'est faux. Non, l'employeur n'est pas toujours autorisé à effectuer une contre-visite patronale. Et je l'ai vu dans le chat, la bonne réponse. Oui, je peux avoir une contre-visite patronale à condition de pratiquer un complément de salaire et à condition, bien entendu, que mon accord collectif ne me l'interdise pas. Et donc, attention, si je n'ai pas de complément de salaire ou alors si ma convention collective m'interdit de pratiquer une contre-visite patronale alors qu'il y a complément de salaire, je n'ai pas le droit, effectivement, de faire cette contre-visite patronale. Bon, en pratique, je dois quand même vous le dire, parce que je connais pas mal de conventions collectives, j'ai pas encore en tête une convention collective qui me dit c'est interdit de faire une contre-visite patronale, puisque, nous dit la Cour de cassation, c'est quand même la contrepartie du complément de salaire, de pouvoir savoir si j'ai le droit, si le salarié s'est justifié. Deuxième question, lorsque la contre-visite patronale est négative, le médecin contrôleur estimant que le salarié est en capacité de travailler, l'employeur est autorisé à suspendre son complément de salaire pour l'avenir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Jens? Vrai à 75%. En effet, c'est, je dirais, la plus belle ou la plus forte conséquence de la contre-visite patronale négative. À partir du moment où le salarié ou un médecin me dit que le salarié est apte à travailler, j'ai le droit d'estimer qu'il est apte à travailler et donc à ne plus à ne plus pratiquer le complément de salaire. À ne plus pratiquer le complément de salaire, attention malgré tout, sous réserve que le salarié ne retourne pas voir son médecin et n'ait pas un nouvel arrêt de travail. Auquel cas, un nouvel arrêt de travail redéclenche nouvelles règles. Et ça, c'est pas toujours évident. Autre question. Une contre-visite patronale négative permet à la sécurité sociale de suspendre le versement des indemnités journalières de façon automatique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Eh bien oui, la loi de finances serait passée, on aurait dit l'inverse. La loi de finances de sécurité sociale pour 2024 serait passée, on aurait dit l'inverse. Aujourd'hui, il peut y avoir suspension des indemnités journalières, mais il ne peut y avoir suspension des indemnités journalières en cas de contre-visite patronale négative qu'à la stricte condition que la sécurité sociale ait elle-même organisé une visite qui se solde par la non-justification de l'arrêt de travail. Et c'était ça tout l'enjeu, justement, de la loi de finances pour 2024, qui ne verra pas le jour. Sur ce point, en tout cas. Et enfin, dernier point, lorsque l'arrêt de travail est considéré comme injustifié par le médecin contrôleur de l'employeur, cela autorise l'employeur à licencier le salarié pour faute. La faute étant tirée du fait que l'arrêt de travail est injustifié. Et donc, du coup, que le salarié se retrouve indirectement en absence injustifiée. Et du coup, c'est vrai ou c'est faux? Arrêt contre-visite patronale négative égale autorisation de licencier. Eh bien oui, vous avez raison, la plupart des personnes ont bien répondu. Eh bien oui, c'est faux. Même si la contre-visite patronale est négative, même si le salarié est possible et toujours apte à travailler, et malgré tout, il a un arrêt de travail qui est considéré comme légal au regard de la loi. Et donc, comme il est considéré comme légal, eh bien, c'est une autorisation d'absence, même s'il est apte à travailler, donc je ne peux pas le licencier pour ce motif. Moralité, finalement, j'ai le droit seulement de suspendre le maintien de salaire ou le complément de salaire. Bravo à tous. Cette réforme de la loi de finances de sécurité sociale, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui rentre en vigueur? Alors, quelque chose d'un peu plus, je dirais, anecdotique dans notre quotidien, ça va être la création d'un droit rechargeable à l'allocation journalière du congé de proche aidant. Alors, on ne s'emballe pas non plus, hein, parce que c'est mis dans la loi de finances de sécurité sociale pour 2024, mais on nous dit quand même qu'on se donne jusqu'au 1er janvier 2025 pour faire entrer en vigueur cette règle-là. Et donc, c'est vrai que dans notre quotidien, autant on gère souvent des arrêts maladie, autant des congés de proches aidants. Et heureusement, on n'en gère pas tous les 4 matins. J'en ai fini avec la partie suspension. Je vais voir dans le chat maintenant si vous avez des questions. Oui, Johanna, quand vous dites, vous avez devancé ma question, c'est pour ça. C'est pour ça que je réponds aux questions à la fin, plutôt que d'éviter de revenir sur les sujets. Alors, qu'est-ce que j'ai donc comme question? Qui qualifiera l'impossibilité dûment justifiée? Question d'Evelyne. C'est une excellente question. Je pense que clairement, ça se jouera au niveau de la sécurité sociale qui estimera que le salarié n'est par exemple pas dans un désert médical et que comme il n'est pas dans un désert médical, il pouvait avoir un accès. Au salarié de montrer que par exemple, il a appelé X médecin qui n'était pas disponible. Tout se fera au cas par cas avec potentiellement, si la sécurité sociale veut pas indemniser alors que le salarié a montré par A plus B, a démontré par A plus B qu'il ne pouvait pas obtenir un rendez-vous autrement qu'en téléconsultation, là, effectivement, on sera sur du contentieux classique, mais je suis d'accord avec vous, ça risque de faire une vraie source de contentieux, puisque c'est au salarié de prouver qu'il n'a pas pu obtenir de rendez-vous. Or, prouver, en fait, quand vous utilisez juste votre téléphone, vous voyez, moi, je me vois mal me dire, bon, voilà, j'ai appelé 5 médecins, j'ai la secrétaire en ligne, non, il n'y a pas de rendez-vous, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail, me dire qu'il n'y a pas de rendez-vous? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail, me dire qu'il n'y a pas de rendez-vous? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail pour me dire qu'il n'y a pas de rendez-vous, pour justifier finalement que je n'ai pas pu avoir accès à autre chose que de la téléconsultation? Mais je suis d'accord avec vous, Evelyne, ça risque d'être potentiellement compliqué à terme. Et donc, pour l'interruption, donc autre question d'Evelyne, pour l'interruption spontanée de grossesse, oui, effectivement, hein, je le redis, vous avez raison, l'interruption spontanée de grossesse est entrée en vigueur au 1er janvier. Par contre, l'interruption médicale de grossesse, elle, c'est celle qui est prévue dans la loi de finances de sécurité sociale et c'est celle qui va rentrer en vigueur
au plus tard, effectivement, au 1er juin. L'interruption spontanée est rentrée, pas encore l'interruption médicale. Et donc, l'arrêt volontaire de la grossesse, Isabelle, n'est pas concerné? Non. Non, tout ce qui est interruption volontaire de grossesse, l'avortement, pour parler crûment, n'est pas dans le périmètre de la loi de finances de sécurité sociale, ni dans le périmètre de la loi du mois de juillet. Alors, bonjour, comment se matérialise un arrêt maladie pour fausse couche pour une salariée en subrogation qui ne veut pas de délai de carence? Ça ne se matérialise pas. Alors, pardon, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Qui ne veut pas de délai de carence, en fait, sur l'arrêt de travail, il y aura une nouvelle case qui sera cochée, la nouvelle case qui est arrêt de travail sans carence, liée justement à la fausse couche. Donc, ce sera une nouvelle case qui sera cochée, qui fera en sorte qu'il n'y ait pas de délai de carence et qui transmettra l'information à l'employeur. Alors, de façon terre à terre, hein, Cédric, c'est quelque chose qui n'est pas inutile. Pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas inutile? Parce que la loi de juillet 2023 a également introduit une période de protection de la salariée contre le licenciement pendant 10 semaines liée à la fausse couche. Donc, effectivement, j'ai envie de vous dire, en tant que juriste, soit la personne, finalement, elle a fait une fausse couche, mais elle est dans un arrêt maladie classique, et parce qu'elle est dans un arrêt maladie classique, elle ne m'a pas donné l'information parce qu'elle ne veut pas que je l'aie, et indirectement, elle ne pourra pas bénéficier de la protection, versus, finalement, elle bénéficie de la protection parce qu'elle s'est bien inscrite dans cet arrêt maladie spécifique, arrêt maladie fausse couche. Et donc, finalement, cette nouvelle case à cocher dans le nouveau formulaire, elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre parce qu'elle va aussi avoir des conséquences, je dirais même des conséquences juridiques en matière de protection. Parce que là-dessus, la Cour de cassation, elle est très claire. Toutes les protections dont jouit le salarié sont valables à la stricte condition qu'elles aient été portées à la connaissance du salarié, de l'employeur. On ne peut pas reprocher à un employeur de ne pas utiliser des protections si l'employeur n'est pas au courant. Et donc là-dessus, effectivement, sur cette fameux arrêt de travail pour fausse couche, ça va être une nouvelle case. L'arrêt de travail va être adapté en conséquence avec cette case fausse couche, en réalité. Et donc, suspension du complément de salaire, Stéphanie, même si la Sécu continue de verser les IGSS, en matière d'arrêt de travail aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. Alors, attention quand même, je préfère mettre une nuance sur ce sujet-là. C'est ce qu'on nous dit. J'ai le droit de ne plus faire de complément de salaire en cas de contre-visite patronale négative, même si la Sécu verse toujours les indemnités journalières. Attention toutefois à l'interprétation que fait la Cour de cassation de certaines conventions collectives, où parfois la Cour de cassation a tendance à considérer que même quand il n'y a pas d'indemnité journalière, alors il y a quand même un complément de salaire. Donc, j'ai envie de vous dire, quand le Cour de cassation nous dit que même quand il n'y a pas indemnité journalière, il y a complément de salaire, a fortiori s'il y a indemnité journalière, on pourrait se faire reprocher de ne pas avoir fait le complément de salaire. Mais d'un autre côté, la contre-visite patronale, elle sert à ça. Elle sert à ne plus verser le complément de salaire puisque le salarié, il peut revenir travailler. Je veux dire, il est apte à revenir travailler. Un médecin nous a dit qu'il était apte. C'est peut-être pas son médecin traitant, mais un médecin nous a dit qu'il était apte à revenir travailler. Il choisit de ne plus venir travailler. Il n'est certes pas en absence injustifiée, mais il choisit, en fait, il est en absence non rémunérée. Et c'est ça le sens de la contre-visite patronale. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions sur cette partie-là? Oui. Donc, on peut partir à la deuxième partie sur tout ce qui est rupture du contrat. Alors, sur la rupture du contrat, en toute objectivité, pas de grande nouveauté dans la loi de finances de sécurité sociale. La seule chose qu'on nous dit, parce qu'il y avait eu un gros débat sur l'indemnité de rupture conventionnelle du salarié qui peut prétendre à une pension de retraite, on nous dit quoi? Que le salarié puisse prétendre ou non à une pension de retraite au moment de la signature, au moment de la rupture, c'est écrit la signature, mais c'est au moment de la rupture conventionnelle, l'indemnité n'est pas cotisable. N'est pas cotisable, bien sûr, j'insiste, dans les limites habituelles fixées par le Code général des impôts et par le Code de la sécurité sociale. Ça, c'est important, ce n'est pas cotisable dans l'absolu, c'est dans les limites habituelles. Et donc, de fait, cette indemnité est soumise à une contribution patronale de 30% sur la partie qui est non cotisable. Par contre, et ça c'est important, on est sur une loi de finances de sécurité sociale. Et parce qu'on est sur une loi de finances de sécurité sociale, l'indemnité, en fait, reste soumise à impôt. L'indemnité reste soumise à impôt parce que la loi de finances de sécurité sociale, elle ne gère pas la partie impôt, elle gère la partie cotisation. Donc, on est bien sur une indemnité de rupture conventionnelle
individuelle qui, lorsque le salarié finalement peut ou pas prétendre à une pension de retraite, ne va pas être cotisable. À l'inverse, s'il peut prétendre à une pension de retraite, l'indemnité est imposable. S'il ne peut pas prétendre à une pension de retraite, l'indemnité n'est pas imposable. Et donc finalement, vous voyez, je vous ai mis sur le support deux exemples. Le salarié qui a 63 ans, qui signe une rupture conventionnelle alors qu'il peut prétendre à une pension de retraite et l'employeur lui verse finalement 50 000 euros. Il lui versait 50 000 euros qu'il devait lui verser. Ben, l'indemnité n'est pas cotisable. C'est le minimum que l'employeur devait lui verser. Je ne paye pas de cotisation dessus. Là, l'indemnité est entièrement imposable parce qu'il peut prétendre à une pension de retraite. Donc, l'indemnité est entièrement imposable. L'indemnité, vu que je suis sur le minimum, n'est pas soumise à CSG-CRDS et je vais donc avoir une contribution patronale sur cette indemnité de 15 000 euros qui correspondent aux 30% des 50 000 euros. Autre exemple, mon salarié, il signe aussi sa rupture conventionnelle, il peut aussi prétendre à une pension de retraite, on doit aussi lui verser 50 000 euros, mais finalement, l'employeur lui verse 150 000 euros. L'employeur lui verse 150 000 euros et son salaire brut N-1, lui, est à 65 000 euros. Du coup, le régime social de cette indemnité, comme je vous disais, on est cotisable ou non cotisable dans certaines limites. Et en l'occurrence, je lui verse 150 000 euros. 150 000 euros étant finalement supérieur à 2 plafonds annuels de sécurité sociale pour 2024, puisque je suis en 2024, je vais donc payer 57 264 euros de charges, je vais continuer à payer 150 000 euros d'impôts, je vais payer de la CSG-CRDS sur 100 000 euros, au-delà des 50 000 euros qui étaient exonérés, et je paierai donc une contribution patronale de 30% de 27 820,80 euros. Pourquoi sur ce montant-là 30% des 92 736, c'est-à-dire de la part exonérée. Et donc finalement, je me retrouve aujourd'hui en rupture conventionnelle avec la même règle que le salarié puisse prétendre à une pension de retraite ou pas, d'un point de vue social. Par contre, d'un point de vue fiscal, c'est toujours hyper important de savoir si le salarié peut prétendre à une pension de retraite. Et pourquoi c'est toujours super important de savoir si le salarié peut prétendre à une pension de retraite ? Parce que s'il ne peut pas prétendre à la pension de retraite, je suis potentiellement exonéré, alors que s'il peut prétendre à une pension de retraite, toute mon indemnité est soumise à impôt, à l'image de l'indemnité de départ à la retraite. Petite spécificité aussi qui a été introduite, alors pas spécificité, précision. Précision en réalité qui a été introduite dans la loi de finances de sécurité sociale au regard de la retraite progressive. Comme vous le savez, la réforme de la retraite, la réforme des retraites qui a eu lieu effectivement au premier trimestre de l'année 2023, en réalité, c'était pas une vraie réforme des retraites, c'était une réforme loi de finances rectificative de 2023. Donc, on était à nouveau sur une loi de finances rectificative pour pouvoir passer la réforme en article 49.3. On est un peu familier maintenant de l'article 49.3. Et donc, finalement, comme on est un peu familier de cet article 49.3, dans la réforme des retraites, il n'y a pas eu beaucoup de débats. Il n'y a pas eu beaucoup de débats, et qui dit pas beaucoup de débats, dit parfois quelques coquilles qui s'y sont glissées. Et notamment une coquille qui s'est glissée dans la réforme des retraites sur la retraite progressive. Pourquoi ? Puisque sur la retraite progressive, la réécriture du texte, finalement, nous disait, il y a retraite progressive quand le salarié passe à temps partiel ou à temps réduit. OK ? Sauf que, alors que les mandataires sociaux étaient éligibles à assimiler salariés, c'est-à-dire ceux à qui on fait un bulletin de paye, les mandataires sociaux étaient éligibles à la retraite progressive, la réécriture du texte fait qu'ils n'étaient plus éligibles à la retraite progressive puisque pas soumis à la durée du travail. Et finalement, que fait la loi de finances de sécurité sociale pour 2024 ? Elle corrige cette coquille de la loi pour les retraites, la loi de la réforme des retraites, coquille corrigée par la loi de finances de sécurité sociale. Les mandataires sociaux ont de nouveau accès à la retraite progressive. Coquille corrigée. Bon, c'était de bon ton de la corriger quand même, cette coquille. J'insiste, mandataires sociaux assimilés salariés au regard de la sécurité sociale, c'est-à-dire les mandataires sociaux sur lesquels qui ont un bulletin de paye. Ce n'est pas des salariés au sens du Code du travail, mais ils cotisent comme des salariés au sens du Code de la sécurité sociale. Donc, comme ce n'est pas des salariés au sens du Code du travail, ils n'ont pas de durée du travail applicable. Du coup,
Alors, touc. Alors, dans mes favoris, qu'est-ce que j'ai? Alors, comment vérifier l'information que le salarié peut prétendre à une pension de retraite? Exactement de la même façon que précédemment, Isabelle, en demandant une attestation CARSAT ou un relevé de carrière qui montre qu'il peut prétendre à une pension de retraite. Pouvez-vous préciser la différence entre pouvoir prétendre à une pension de retraite et pouvoir bénéficier? C'est une donnée que l'employeur ne connaît pas. Est-ce que nous devons uniquement… Non, en fait, là, on n'est effectivement pas sur une réforme. On n'est pas là pour parler de la retraite en tant que telle. Je peux prétendre à une pension de retraite, en réalité, quand j'ai effectivement ce que vous dites, quand j'ai l'âge pour partir à la retraite. L'âge pour partir à la retraite va dépendre de plein de critères. C'est pas forcément 62 ans. Je peux être éligible à la carrière longue. Je peux avoir des situations handicap, etc., qui justifient que je peux partir à la retraite. Mais c'est pas parce que je peux partir à la retraite et donc prétendre à une pension de retraite, en réalité, que je vais partir à la retraite à taux plein, c'est-à-dire avec une retraite complète. Et donc, la meilleure solution, en réalité, et je reviens sur la réponse que j'ai faite à Isabelle, la seule question que vous devez vous poser, vous, pour savoir s'il peut prétendre une pension de retraite ou pas, c'est relevé de carrière, ou attestation de la CARSAT disant que le salarié est en droit de prétendre à une pension de retraite. Pas forcément à taux plein, hein, mais il a le droit parce qu'il remplit les conditions d'âge et ou de trimestre liées à sa situation personnelle qui le rendent éligible à la retraite, qui n'est pas forcément une retraite à taux plein. Vous voyez, aujourd'hui, je peux tout à fait, si je prends mon exemple, je vais extrapoler quand je serai plus vieille. Aujourd'hui, j'ai finalement, à mon âge, moi, je pourrais partir à 64 ans avec 172 trimestres, parce que c'est ma situation particulière. Si à 64 ans, j'ai que 160 trimestres, je pourrais partir à la retraite. Donc, potentiellement, si on faisait une rupture conventionnelle à 64 ans, elle serait imposable. Pourtant, je n'aurais pas une retraite complète parce que je n'ai pas mes 172 trimestres. Sauf que ça, c'est le cas général. Il y a plein de cas particuliers, comme je vous disais, handicap, inaptitude, carrière longue, tous ces cas particuliers qui font que vous ne pouvez malheureusement pas vous baser que sur le seul critère de l'âge quand vous ne connaissez pas la situation du salarié. Et la seule situation et la seule solution que vous avez pour vous protéger, c'est de demander, comme on le faisait avant, en fait, un relevé de la CARSAT ou relevé de carrière. Si la rupture est signée une semaine seulement avant la date de départ à la retraite, l'indemnité est-elle imposable? Alors, encore une fois, l'indemnité va être imposable dès lors que le salarié peut, à date de sortie, prétendre à une pension de retraite. Après, si je tire votre question, je dirais, au bout du bout, si finalement le salarié peut prétendre à une pension de retraite, on va prendre à 62 ans parce qu'il aura 62 ans. Si vous lui faites une retraite, si vous lui faites une rupture conventionnelle à 61 ans et 11 mois, à 61 ans et 11 mois, à cet âge-là, la CARSAT vous dira qu'il ne peut pas prétendre à une pension de retraite. Si on vous dit qu'il ne peut pas prétendre à une pension de retraite, l'indemnité n'est en principe pas imposable, sous réserve que les impôts en disposent autrement, considérant que vous avez fraudé. Mais j'ai envie de vous dire, la partie impôt, c'est plus un combat avec le salarié et les impôts plus que vous. Je veux dire, c'est pas l'URSSAF qui va vous redresser la part imposable. Hein. C'est plus le côté fiscal qui potentiellement, et donc en cas de contrôle fiscal du salarié, sur lequel vous pouvez avoir un problème. Et donc, il faudrait en réalité que le fisc, pour redresser le salarié, démontre qu'il y a eu fraude. C'est-à-dire que vous avez fait cette rupture conventionnelle à cette date-là exprès pour frauder le régime fiscal. Et la fraude, c'est toujours à celui qui s'en défend, à celui qui l'invoque, de la prouver. Donc en l'occurrence, si je tire l'extrême, je dirais jusqu'au bout de votre question, Rumena, une semaine avant, si effectivement il n'est pas éligible à une pension de retraite, vous ne seriez pas imposable sous réserve que le fisc démontre une éventuelle fraude. Alors, Oriane, pouvez-vous expliquer les 100 000 euros CSG CRDS qui dépassent? Alors là, on est vraiment clairement sur le régime social et fiscal des indemnités de rupture, Oriane. Oui, je pourrais vous l'expliquer, mais si je vous l'explique, je ne tiendrai pas mon webinaire. On a des stages sur ce sujet-là. Si vous voulez, à la fin du webinaire, je vous rajouterai la règle sur le régime social et fiscal des indemnités de rupture, mais on est vraiment sur la pure règle des indemnités sociales fiscales, des indemnités de rupture sur lesquelles, clairement, je ne peux pas revenir. On n'a pas le temps pour ça. En matière de cotisation, maintenant. En matière de cotisation, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Eh bien, je dois dire que c'est presque là qu'ils se sont fait le plus plaisir, en vrai de vrai. Quelle nouveauté? Alors, ça y est, ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Non,
le feuilleton, ça y est, on est sur la dernière saison du feuilleton. Est-ce que l'URSSAF récupérera les cotisations Agirc-Arrco? Eh bien non. Non, c'est entériné. Au moins sur ce quinquennat, l'URSSAF ne récupérera pas les cotisations Agirc-Arrco. Je dis au moins sur ce quinquennat-là, parce que c'est quand même le projet de fond et qu'on n'est pas à l'abri que dans 5-6 ans, ça revienne sur le tapis. Mais en tout cas, sur ce quinquennat-là, on est tranquille. L'Agirc-Arrco ne sera pas récupéré par l'URSSAF. Donc, c'est toujours l'Agirc-Arrco qui fera ses calculs et toujours l'URSSAF qui fera ses calculs. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui a été prévu dans la loi de finances de sécurité sociale en matière de cotisation? Le report de 2 ans du transfert du recouvrement des contributions conventionnelles de formation et de dialogue social auprès des URSSAF. Aujourd'hui, vous le savez, l'URSSAF récupère le dialogue social et récupère la formation, je dirais, standard, les 1%, pour faire court, récupère tout ce qui est cotisation standard. Par contre, tout ce qui est cotisation conventionnelle supplémentaire, c'est toujours récupéré par les OPCO. Et donc, il était prévu que ce soit l'URSSAF qui récupère et les cotisations de base et les cotisations conventionnelles. Bon, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de conventions collectives et qu'il y a beaucoup de spécificités et que la mode URSSAF ne marche pas forcément toujours très bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On va attendre un peu finalement avant que l'URSSAF récupère les contributions conventionnelles. Et puis ça va être au cas par cas avec les branches qui vont décider. Donc, ça va presque être sur les 2 ans du paramétrage à la carte. Donc, certaines branches à terme seront récupérées par l'URSSAF et d'autres ne seront pas récupérées par l'URSSAF sur cette thématique-là, formation et dialogue social. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi dans la loi de finances de sécurité sociale? Alors ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que vraiment, on est sur un cas très, très, très spécifique. La suppression de l'option ouverte pour les entreprises étrangères sans établissement en France de désigner un représentant sur le territoire français pour effectuer les opérations déclaratives. Eh bien non, maintenant, ça ne marche plus. On ne peut plus faire comme ça, nous dit la loi de finances de sécurité sociale. Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, la loi de finances de sécurité sociale? Un truc très sympathique pour beaucoup d'entreprises, modification de l'effectif sécurité sociale qui va intervenir au plus tard au 1er janvier 2026. Et dans cette modification de l'effectif sécurité sociale, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'au plus tard au 1er janvier 2026, il y aura une prise en compte des salariés mis à disposition au sein de l'entreprise d'accueil, pas forcément que des intérimaires, mais vraiment quand vous faites appel à des groupements d'employeurs, tous les salariés finalement qui seront mis à disposition dans votre entreprise rentreront en compte dans votre effectif sécurité sociale, nous dit-on, sauf pour les AT-MP. Aujourd'hui, on le sait que certains salariés rentrent en compte dans l'effectif Code du travail, mais ce n'est pas parce qu'ils rentrent en compte dans l'effectif Code du travail qu'ils rentrent en compte dans l'effectif sécurité sociale. Et bien ça y est, ça a bien vécu, ça va rentrer dans votre effectif sécurité sociale. Ça promet, sachant que beaucoup de cotisations sont alignées sur l'effectif sécurité sociale, et bien sur certaines entreprises, forcément ça va leur faire franchir des seuils et ça va les faire cotiser à certaines cotisations auxquelles elles ne cotisaient pas. Je pense notamment au versement mobilité ou au taux FNAL à 0,50 au lieu de 0,10. Autre point, et là ça concerne uniquement les emplois agricoles, ça y est, les TESA et TESA+, rentrent dans l'environnement DSN depuis le 1er janvier 2024. Donc, nouveau paramétrage de ces organismes-là pour les faire rentrer effectivement en DSN. Autre point prévu par ma loi de finances de sécurité sociale, réforme aussi, la réforme de la procédure d'abus de droit. Alors, la procédure d'abus de droit, je vous rappelle, c'est quoi? C'est quand vous avez un contrôle URSSAF et que finalement, le contrôleur, au moment où vous lui présentez des éléments, il dit, mais ouais, mais en fait, les éléments qu'on me présente, ils sont complètement fictifs ou le seul truc qu'ils ont pour objet, c'est d'éluder ou d'atténuer les cotisations. Donc, on me présente des choses qui sont faites, en fait, pour frauder, en réalité. Et donc, la procédure d'abus de droit, aujourd'hui, l'URSSAF va redresser et puis l'employeur va contester. Et jusqu'à présent, en réalité, en cas de contestation, il fallait avoir la saisine d'un comité des abus de droit. Et donc, finalement, j'étais pas content, on saisissait le comité des abus de droit et puis c'était le comité des abus de droit qui se prononçait. Ça avait tendance à alourdir considérablement la procédure. La loi de finances de sécurité sociale, elle dit finalement l'abus de droit, c'est comme le reste, c'est contestable dans les conditions de droit commun. Donc, je vous rappelle, qui dit abus de droit dit pénalité de 20% pour toutes les choses qui seraient déclenchées, que vous auriez éludées du fait de l'abus de droit. Je vous rappelle aussi, ça c'est important, à l'image de ce que je vous disais tout à l'heure en matière d'arrêt de travail,
la charge de la preuve des abus de droit incombe à l'URSSAF. C'est donc à l'URSSAF de prouver que le document que vous lui avez présenté est fictif ou a pour seule motivation d'éluder les cotisations. Si l'URSSAF n'arrive pas à apporter la preuve, elle ne peut pas vous redresser sur ces éléments-là et les éléments sont considérés comme valables. Autre point prévu, et je dirais que c'est l'un des points les plus importants, les plus originaux de la loi de finances de sécurité sociale, c'est tout ce qui est finalement les plafonds de rémunération éligibles à la surcotisation maladie et à la surcotisation famille. Pourquoi? Parce que finalement, la loi de finances de sécurité sociale pour cette année nous dit, finalement, les 2,5 SMIC pour la maladie, les 3,5 SMIC pour la famille, pour la surcotisation famille, vont être décorrélés du SMIC en vigueur. Et donc, voilà ce que nous disait la loi de finances de sécurité sociale. Le décret est paru. Là, pour le coup, il y a des choses qu'on attend. Celui-ci, on ne l'a pas attendu. Décret du 29 décembre 2023. Et que nous dit le décret du 29 décembre 2023? On s'en doutait un petit peu. Je vous rappelle la règle, jusqu'au 31 décembre 2023, la règle était très claire. La surcotisation maladie se déclenchait au-delà de 2,5 SMIC Fillon en vigueur et la famille, c'était 3,5. C'est pas écrit, c'est 3,5. Là, c'est écrit 2,5, c'est une coquille. C'est bien 3,5 SMIC Fillon. Donc, 2,5 SMIC Fillon pour la maladie, 3,5 SMIC Fillon pour la famille. En vigueur, j'insiste. Donc, concrètement, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que si je prenais l'exemple d'un salarié qui gagnait 4 400 € brut par mois pour 151,67 h, finalement, avec le taux horaire du SMIC 2023, il gagnait plus que 2,5 SMIC, puisqu'il gagnait finalement 4 400 quand ça se déclenchait à 4 368. Il déclenchait donc la surcotisation maladie. Excusez-moi, j'insiste, maladie. Par contre, si ce même salarié n'était pas augmenté au 1er janvier. Au 1er janvier, le SMIC est augmenté. Le SMIC est augmenté, donc du coup, comme le SMIC est augmenté, et là c'est pareil, il y a écrit 11,52, mais ce n'est pas la valeur du SMIC, ça faudrait que je refasse le petit truc, il y a une petite coquille sur celui-ci, il gagne moins finalement au 1er janvier que 2,5 SMIC janvier 2024. Et donc, comme il gagne moins que 2,5 SMIC janvier 2024, qui est à 4 417,39, ce salarié, s'il n'était pas augmenté au 1er janvier, au 31 décembre, il déclenchait la surcotisation. Au 1er janvier, il ne la déclenchait plus du fait de l'augmentation du SMIC, en réalité. Et donc, finalement, le décret nous dit quoi? Il nous dit, aujourd'hui, la surcotisation maladie comme la surcotisation famille, donc pour la surcotisation famille et maladie, on dit, c'est vous allez prendre en compte soit 2,5 fois le SMIC de décembre 2023 que vous allez comparer à 2 SMIC en vigueur. Et vous prenez le plus favorable des deux. Pour la famille, on dit la même chose. En réalité, on dit 3,5 SMIC décembre 2023 ou 2 SMIC en vigueur. Et donc, finalement, vous prenez le plus favorable des deux et ça ne se déclenche qu'au-delà de ces deux montants-là. Et donc, en pratique, si effectivement, je prends en vigueur soit mes 2 SMIC en vigueur ou mes 2,5 SMIC ou 3,5 SMIC au 31 décembre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Si je reprends le cas de mon salarié qui gagne 4 400 €, ma valeur de 2,5 SMIC au 31 décembre 2023, on est à 4 368,10. Ma valeur de 2 SMIC au 1er décembre 2024, au 1er janvier, pas au 1er décembre, au 1er janvier 2024, elle est à 3 533,91. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit bien que la valeur 2,5 SMIC 2023 est bien supérieure à ma valeur de SMIC 2024. Donc, c'est celle-ci qui est retenue. Sauf que, de fait, mon salarié qui gagne 4 400 €, il va, en 2024, cotiser à la surcotisation maladie. Alors que si j'avais bien pris, comme à l'époque, 2,5 SMIC en vigueur, il n'aurait pas, et on l'a vu tout à l'heure, cotisé à la surcotisation maladie. Là, il va déclencher la surcotisation maladie. Bon, alors, on ne va pas se mentir, en pratique, il faut que le SMIC soit au-dessus de 14,80 € pour que le SMIC en vigueur, que 2 SMIC en vigueur, soit finalement supérieur à 2,5 SMIC, valeur 2023. Donc, on n'est quand même pas complètement prêt de voir la valeur 2023, de valeur en cours en réalité, valeur 2 SMIC en cours, plus favorable que 2,5 SMIC et encore pire 3,5 SMIC de l'époque.
Et donc, finalement, la réalité, et ça, c'est de la réalité de paramétrage paye qui va être compliquée, puisque jusqu'à présent, en réalité, c'était facile pour les logiciels de paye, entre guillemets facile, hein, puisqu'on avait une valeur SMIC, cette valeur SMIC servait et pour la RGCP, la réduction Fillon, et finalement pour les surcotisations maladie-famille. Aujourd'hui, sur la surcotisation maladie-famille, on est toujours sur un calcul de SMIC comme Fillon. Donc, ça veut dire quoi un SMIC comme Fillon? Ça veut dire le SMIC Fillon, si j'ai des heures supplémentaires, j'intègre. Si je suis à temps partiel, je diminue. Si j'ai des absences, je recalcule comme si le salarié avait travaillé. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un SMIC Fillon, mais on est sur un SMIC Fillon qui a une valeur pour la réduction Fillon, valeur en cours, mais qui, pour la surcotisation maladie et la surcotisation famille, est sur une valeur antérieure. Ça veut dire que dans mon logiciel de paye, je dois avoir deux valeur de calcul de SMIC Fillon. Le SMIC Fillon pour le calcul de la Fillon et le SMIC Fillon pour le calcul de la cotisation maladie-famille. Et donc ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément l'idéal à paramétrer, il va falloir faire attention. Donc c'est vrai, c'est quand mon SMIC aura considérablement augmenté que potentiellement la valeur de SMIC en vigueur rentrera en application. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant encore quelques temps, parce que le SMIC, même s'il augmente, il n'augmente pas aussi vite que ça. Pendant quelques temps, en réalité, on a figé à 2023 la valeur du SMIC applicable pour les surcotisations maladie-famille. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on a figé le SMIC, au fur et à mesure en fait, que les employeurs vont augmenter leurs salariés, mais même pas augmenter, en fait, vous allez avoir de plus en plus de salariés qui vont déclencher les surcotisations que précédemment. Et c'est l'objectif, en fait. L'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de salariés qui déclenchent les surcotisations parce que l'inflation a augmenté tellement le SMIC que ça fait beaucoup d'argent qui n'ont pas été dans les caisses de l'État et qui s'attendaient à recevoir. Donc, l'idée, c'était clairement celle-ci. Donc, je vous le dis, comme je viens de vous le dire, la RGCP, la réduction Fillon, elle, continue bien d'être calculée sur le SMIC en vigueur. Donc, finalement, j'ai un SMIC en vigueur pour la RGCP et j'ai un SMIC antérieur pour l'instant pour tout ce qui est sur cotisation maladie-famille. Et je vous ai mis effectivement les taux qui sont dans ce décret du 29 décembre. Alors, quelles sont les questions que vous avez sur ce sujet-là? Tac. Alors, tac. Pour les effectifs sécurité sociale, quels seront les intérimaires, oui. Les prêts de main-d'œuvre, oui. Les stagiaires, non. Quelles sont les cotisations déclaratives qui seront impactées? Les cotisations qui sont impactées par ce déclaratif, très très clairement, c'est tous ceux qui sont sur les effectifs sécurité sociale. Donc notamment, on va avoir les cotisations FNAL qui va être impactée, on va avoir la cotisation versement mobilité qui va être impactée, principalement celle-ci. En fait, tout ce qui est sur l'effectif sécurité sociale, vont être impactés. Donc ça fait partie. Alors, quand on est déjà une très grosse entreprise, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas changer la face du monde. Pour autant, quand on est sur des petites structures, notamment, moi, je pense à des entreprises du bâtiment qui ne sont pas forcément des très grosses entreprises, mais qui ont un certain recours à de la main-d'œuvre intérimaire, notamment, ça risque d'être la douche froide en matière de cotisation. Et ça, c'est hyper important parce que, notamment quand on est sur des petites structures et qu'on fait appel à de l'externalisation de paye parce qu'on ne fait pas ces payes en interne, ça peut être très, très important de rappeler qu'on a beaucoup d'éléments, sinon gare au redressement. Si je mets un FNAL à 0,10 au lieu de mettre un FNAL à 0,50, pour l'URSSAF, ce sera facile de redresser. Point, les dispositions censurées par la loi de finances de sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qui a été censuré? L'article 14 de la loi de finances relatif à l'exonération de la taxe sur les salaires dans certains cas particuliers. Certaines entreprises avaient été prévues d'être exonérées de taxes sur les salaires. Que nous dit le Conseil constitutionnel? Ça n'a rien à faire dans une loi de finances, cavalier social. Merci, si vous voulez le remettre, vous mettrez dans un texte pour ça. Autre article censuré, l'article 22 relatif à la prise en charge obligatoire par l'employeur des abonnements de transport au service de location de vélos non publics. Là aussi, qu'est-ce que nous dit le Conseil constitutionnel? C'est super, c'est de la prise en charge obligatoire des employeurs aux abonnements. La prise en charge des abonnements par l'employeur, en fait, ça n'a rien à faire dans une loi de finances. Ça ne finance pas la sécurité sociale, en fait. Donc, comme ça ne finance pas la sécurité sociale, ni dépenses, ni recettes, ça n'a rien à faire dans une loi de finances, censure. Ça ne veut pas dire que ce point-là ne va pas revenir plus tard. Mais en tout état de cause, il n'avait rien à faire dans la loi de finances de sécurité sociale. Donc, la prise en charge des abonnements vélos non publics, nous dit-on, c'est toujours pas obligatoire
pour les employeurs, puisque ça ne rentre pas en vigueur. Ce point-là a été censuré par la loi de finances. Par le Conseil constitutionnel, excusez-moi. Oui, Wilfried, la loi Pacte reste en vigueur. Et donc, non, Stéphanie, je ne parle pas de la hausse des cotisations vieillesse parce que ça n'est pas dans la loi de finances de sécurité sociale que ça a été mis. Mais oui, si on va sur tout ce qui a été cotisation augmentée, puisque là, on a quelques minutes. Oui, en effet, au 1er janvier 2024, qu'est-ce qui a été augmenté? Vous avez l'AGS qui passe de 0, qui était à 0,15, qui passe à 0,20. Donc, une augmentation de la cotisation AGS. De même qu'on a une augmentation de la cotisation vieillesse déplafonnée du régime général pour les employeurs qui était de 1,90 et qui passe à 2,02 au 1er janvier. Donc oui, on a une augmentation des cotisations patronales au 1er janvier et c'est d'ailleurs à ce titre, et c'est pour ça, si vous connaissez un peu la réduction Fillon, c'est d'ailleurs pour ça que le paramètre Fillon de l'année est réévolué. L'année dernière, on était à 0 finalement. Pour une entreprise de plus de 50 salariés, on était à 0,3231. Vous voyez, là, on est à 0,3234. Et pourquoi on est à 0,3234? Pour tenir compte de l'augmentation, notamment de la cotisation vieillesse déplafonnée. Qui anime la formation paye et durée du travail en mars. Par contre, nous allons animer un webinaire sur la durée du travail prochainement. Avez-vous d'autres questions? De mémoire, paye et durée du travail, c'est mon collègue Antoine qui l'anime et il est formidable. Il nous reste encore 2 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop là, alors, tac, qu'est-ce que je vais voir ici? Tac, tac, tac. Donc oui, le support, hein, vous l'aurez à la fin du webinaire. Je vais juste le réactualiser avec les bonnes valeurs. Mais oui, vous allez l'avoir à la fin. Là, ça va trop vite. Alors, la possibilité de rembourser les abonnements à hauteur de 75% est-elle maintenue en 2024? Oui, toujours. Elle est bien maintenue. Ce n'est pas la loi de finances de sécurité sociale qui le dit, mais oui, c'est maintenu. Les 0,46 pour la T-Fillon, en effet. On a diminué la partie AT. C'est pour ça qu'on n'a pas une trop grosse augmentation du paramètre T. Non, justement, ça, Stéphanie, ça ne concerne pas que les groupements d'employeurs, le nouveau calcul. Alors, je revérifierai, parce qu'apparemment, enfin, peut-être que je le corrigerai si vous pensez que ça concerne que les groupements d'employeurs, parce que je vois que Manon me dit la même chose. Pour moi, de ce que j'avais lu, non, mais peut-être que sur ce point-là, j'ai mal lu. Donc, auquel cas, je revérifierai et je vais corriger le support que vous aurez de toute façon dans l'après-midi. Alors, attention Rémi. Attention Rémi, sur les abonnements transport. Sur les abonnements transport, et on finira sur ce point-là. Et c'est pareil, je répondrai aussi à Violaine sur la deuxième question. Sur les abonnements transport, il y a deux règles. Aujourd'hui, vous avez une obligation légale de prendre en charge minimum 50% de l'abonnement transport en commun, du ou des abonnements. S'il en a plusieurs, vous devez prendre 50%. Ces 50%-là sont 100% exonérés de cotisations sociales, sont 100% exonérés d'impôts. Donc ça, c'est 100% exonéré. Maintenant, si vous prenez plus que 50%, et comme le dit Rémi, par exemple, 100%, si vous prenez plus, donc 100%, par exemple, les 100% sont exonérés de cotisations sociales. Ça, c'est important. C'est même pas qu'une circulaire DGT qui le dit, ça fait des années, et c'est bien écrit dans le bulletin officiel de la sécurité sociale, 100%, tant que vous remboursez, en fait, le salarié dépense 200 €, vous remboursez 200 € de transport en commun, aucun souci, vous êtes 100% exonéré de cotisations sociales. Par contre, d'un point de vue impôt, c'est 50% de delta que vous remboursiez en plus était imposable. Sur 2022-2023, on vous avait dit, finalement, jusqu'à 75% de prise en charge, vous êtes exonéré d'impôt. Vous êtes exonéré d'impôt jusqu'à 75% de prise en charge, mais
la question, c'est est-ce que ces 75% de prise en charge sont toujours exonérés d'impôts sur 2024? La réponse est oui. Ça veut dire que vous êtes toujours 100% exonérés de cotisations sociales dans la limite de ce que vous remboursez. Par contre, d'un point de vue imposable, vous n'êtes exonéré qu'à hauteur de 75%. Donc, si mon salarié, par exemple, il dépense 100 euros, on va faire simple, hein, il dépense 100 euros, vous avez l'obligation de rembourser 50 euros. Vous pouvez rembourser exonéré de cotisation jusqu'à 100 euros. Par contre, vous ne pouvez exonérer d'impôts que jusqu'à 75 euros. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Les cotisations 100% exonérées dans la limite des frais réellement engagés. Au niveau des impôts, que 75%. Donc ça, OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La cotisation Pôle emploi devait passer à 4% au lieu de 4,05. Oui, vous avez raison. Non, ce n'est plus d'actualité, Violaine. Pourquoi ce n'est plus d'actualité? Parce que le gouvernement, en fait, a mis un veto sur la réforme de Pôle emploi. Veto de la réforme de Pôle emploi. Ils estiment que la nouvelle convention, et c'est pour ça qu'on a eu une prolongation de la convention au moins jusqu'en juin 2024 de la convention actuelle et qu'on a eu le décret de prolongation, le gouvernement estime que les partenaires sociaux n'ont pas fait assez d'efforts sur le Pôle emploi des seniors. Pour la faire court, les seniors, ça coûte trop cher à Pôle emploi. Et donc, comme les seniors, ça coûte trop cher à Pôle emploi, ils ne sont pas d'accord avec ce point-là, que les seniors, ça coûte trop cher. Donc, ils ont demandé, en fait, à Pôle emploi de revoir sa copie pour réduire les droits des seniors. Une fois que le Pôle emploi aura réduit sa copie, que les partenaires sociaux auront réduit les droits de Pôle emploi des seniors, alors le gouvernement prendra l'arrêté d'agrément de la nouvelle convention. Et alors, quand le gouvernement prendra l'arrêté d'agrément de la nouvelle convention Pôle emploi, oui, la cotisation Pôle emploi diminuera. Mais pour l'instant, elle ne diminue pas puisque le gouvernement a refusé l'arrêté d'agrément, estimant que les efforts n'avaient pas été suffisants sur l'emploi des seniors. Avec plaisir, Violaine. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et j'espère vous voir au cours de nos prochains webinaires.